Bonjour tout le monde, aujourd'hui je réponds à la question de Joanie de Longueuil, âgée de 29 ans. Je vais devoir résumer sa question car elle était assez élaborée, avec beaucoup d'éléments à l'intérieur à répondre. Je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Donc si je résume, son entraînement ne semble pas lui procurer les résultats escomptés. Elle a reçu plusieurs conseils nutritionnistes, conseillers en suppléments nutritionnels qui se contredisaient. Bref, ça semble pas avoir les résultats qu'elle veut. Donc Joanie, on va regarder ça, ton entraînement. Donc, tu m'as envoyé les détails de ton entraînement. Tu sembles faire 3 séries, 12 répétitions, 30 secondes de repos. Tu alternes, haut score, bas score l'autre journée. Tu vas faire environ 20-25 minutes de cardio, 500 calories. Ça semble pas être satisfaisant. Tu te posais la question si l'entraînement qui est offert sur le site En Forme pour Elle, tu doutais que ça pouvait convenir pour toi. Moi, je pense que définitivement, oui, ça peut convenir pour toi si tu es prête à accepter certains concepts et surtout à restructurer comment tu t'entraînes. Généralement, les points faibles des entraînements pour les femmes en musculation, là, le premier, le plus flagrant, pardon, c'est qu'il y a une surcharge qui est insuffisante. Et ça, vous allez me dire, les filles, oui, je travaille fort, oui, je force, et je vous crois, je sais que vous êtes sincères. Malheureusement, je sais aussi que la charge n'est pas adéquate. Meilleur exemple, Joanie, 3 séries de 12, 30 secondes de repos. Je sais que la charge que tu utilises, c'est pas une charge qui te permet de faire du 12 RM, donc 12 répétitions maximum. Pourquoi? Parce qu'avec 30 secondes de repos, c'est un repos insuffisant pour que le muscle soit capable de soutenir le même travail d'une série à l'autre. Ça veut dire en bon français que ta première série, tu vas en faire 12, 30 secondes de repos, ta deuxième série, tu n'en feras pas 12 de la même façon. Il va falloir que soit que tu réduises l'amplitude, soit que tu en fasses moins, soit que tu réduises la charge. Si tu es capable de réeffectuer une deuxième série de 12 identique à la première, avec seulement 30 secondes de repos, c'est parce que c'est pas du 12 RM, donc c'est pas assez pesant. Et là, si tu me dis, ah ben oui, mais je prends déjà très lourd. Ben, tu prends peut-être très lourd, mais c'est pas assez pour ce que tu es capable de faire. Donc ça, c'est très important à comprendre. L'autre erreur que les femmes vont faire, c'est qu'elles vont prendre des repos trop courts. Exemple, le 30 secondes. Ce que ça fait, ça, c'est qu'on travaille toujours en état de fatigue. Donc, la plus grosse lacune des femmes en entraînement de musculation, c'est la force musculaire. Je parle pas de grosseur du muscle, je parle de force, donc de capacité à générer une tension avec les muscles qu'on a. Lorsque les repos sont trop courts, puis il y a de la fatigue, c'est très difficile d'augmenter la force. Donc, les repos de 30 secondes, à un moment donné dans l'entraînement, un stade de l'entraînement, c'est pour ça qu'il faut faire. Comme on prend pour acquis que les femmes vont commencer l'entraînement et que la force sera pas suffisante, ben, c'est pas le temps de commencer avec des repos très courts. Pourquoi on prend des repos courts? Ben, parce qu'à un moment donné, en quelque part, il y a quelqu'un qui a dit que si tu prends des repos courts, tu vas brûler du gras et tu vas coter. C'est complètement faux. En musculation, vous ne brûlerez pas de gras, point final. Vous allez utiliser de l'adénosine triphosphate, de l'ATP, de la créatine phosphate et du glycogène musculaire. Il n'y a pas une once de gras là-dedans. Et c'est bien correct comme ça. Le gras, c'est l'énergie du repos, c'est l'énergie du quotidien, c'est pas l'énergie de l'effort. Donc, en musculation, arrangez ça comme vous voulez, faites monter vos fréquences cardiaques 3 fois au-dessus de leur maximum, vous ne brûlerez pas de gras. Pire encore, si jamais, par une méthode XY, vous brûliez du gras à l'entraînement en musculation, ben, étant donné que c'est très peu énergivore l'entraînement en musculation, ça coûte très peu de calories, ben, ça va se compter en quelques grammes la quantité de gras que vous allez utiliser. Donc, les repos trop courts, là, c'est un gros problème. Ensuite de ça, comme la charge est insuffisante, ben, on a tendance à faire des répétitions élevées. Puis ça, c'est un peu dans la même optique que les repos courts, c'est-à-dire qu'on dit, si je fais plus de reps, ben, je vais coter. Donc, le classique, 15 reps, c'est pour coter. C'est pas vrai que le découpage, ça se passe en musculation. C'est pas vrai que si vous faites 20 reps, 25 reps, vous allez brûler du gras non plus. Tout ce que vous faites, c'est que vous travaillez en ce qu'on appelle en force d'endurance. Force d'endurance, c'est la capacité d'un individu à prolonger sa force dans le temps. Le problème, c'est que la plupart des femmes n'ont pas assez de force. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez être pas assez forte, juste plus longtemps. Donc, ça mène à rien. L'important, c'est au début d'augmenter votre force musculaire. Ensuite de ça, habituellement pour la plupart des femmes, d'augmenter la masse musculaire. Puis conjointement, ben, on essaye d'augmenter le niveau d'activité physique quotidien pour chercher à diminuer le gras. Donc, Joanie, dans ton entraînement, les poids en musculation, les poids sont pas adéquats, presque sûr. Tes repos sont définitivement trop courts. Puis tes répétitions, dans certains cas, sont un peu trop élevées. Aux alentours de 12, ça commence à faire du sens, mais moi, je me gênerais pas pour essayer de descendre aux alentours du 10, du 8, puis pourquoi pas du 6 si on est confortable avec la technique pour le mouvement. Pour ton entraînement cardio, Joanie, si on regarde ça, ben,
un des problèmes qu'il y a dans l'entraînement pour les femmes, c'est qu'elles ont tendance à être en mode de vitesse de croisière. Donc, elles trouvent un rythme relativement difficile qu'elles maintiennent pendant une durée plus ou moins prolongée. Il faut améliorer la grosseur du moteur. Donc, il faut augmenter la capacité aérobie. Il y a deux éléments à entraîner quand on fait du cardio. Le premier, c'est votre capacité aérobie, comme j'ai mentionné la grosseur du moteur. Et l'autre, c'est l'endurance aérobie, donc votre aptitude à prolonger votre effort dans le temps. Mais pour ça, il faut que le moteur soit assez gros. Donc, moi, je soupçonne, Joanie, que ton intensité est pas suffisamment élevée pour augmenter ta capacité aérobie. Donc, ton cardio devrait être plus important. Pourquoi le cardio doit être plus important? Parce que plus votre cardio est élevé, plus votre quotidien, donc votre magasinage, vos déplacements au travail, le ménage, toutes les activités du quotidien qu'on fait, vont vous permettre d'utiliser plus de gras. Plus votre moteur est petit, donc moins votre cardio est important, plus ces activités-là vont vous faire utiliser du sucre et une moins grande proportion de gras. Pour ce faire, pour avoir une bonne intensité pour augmenter son cardio, c'est important d'avoir des repères d'intensité qui sont corrects. Donc, il y a des gens qui vont utiliser les calories. Calories tout seul, ça vaut pas grand-chose. Calories minutes, c'est un peu plus intéressant. Et il faut se méfier des appareils. Par exemple, il y en a plusieurs qui ont remarqué qu'en 10 minutes, c'est beaucoup plus facile de brûler 200 calories sur un elliptique que sur un simulateur de marche d'escalier. Pourquoi? Eh bien, c'est pas de la magie. C'est tout simplement que les appareils elliptiques ont tendance à surestimer d'environ 40% la dépense énergétique. Donc, gardez le nombre de calories par minute par appareil et n'essayez pas de faire de comparaison d'un appareil à l'autre. Et ce que vous voulez chercher à faire, c'est d'augmenter la quantité de calories par unité de temps que vous brûlez. Donc, très, très, très important. Donc, il faut savoir utiliser les bons repères et bien les comprendre. Très important, donc ce qu'on veut commencer à développer, c'est une perception de l'effort sur 24 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre quotidien va être notre meilleure source pour brûler du gras versus l'entraînement. C'est pas en cardio que vous voulez brûler du gras. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi je fais du cardio modéré, ça me permet de brûler plus de gras. Ah oui? Combien de gras? Et ça, il y a très peu d'entraîneurs qui peuvent y répondre. Ils vont vous dire, faites l'entraînement à faible intensité ou modéré, parce que l'entraînement à haute intensité, ça brûle pas de gras. Si tu fais du modéré, tu vas brûler plus de gras. Parfait. Combien plus? Et là, c'est le gros point d'interrogation qui s'affiche dans le front, puis on dit, ah, ben c'est compliqué, c'est... Bon, disons-le, la plupart le savent pas. Si on regarde, vous avez deux zones là, sur les appareils cardio, d'habitude, la zone cardio et la zone fat burn. La zone de brûlage de gras, c'est à peu près 65% des capacités, puis la zone cardio, 85%. Alors, si on regarde ça, si vous faites 20 minutes à 85% versus 40 minutes à 65%, ben c'est quoi la différence au niveau de l'oxydation des lipides, du gras? Ben c'est à peu près une dizaine de grammes. Donc, pour le double du temps, vous allez avoir à peu près 10 grammes. Si vous mettez du beurre de pinot et du beurre sur vos toasts, ben c'est à peu près la même chose. Donc, si vous enlevez le beurre sur les toasts, vous allez avoir le même effet que au niveau de l'oxydation des gras que du modéré versus du haute intensité. Le problème, quand on fait du modéré puis du faible intensité, c'est qu'on n'améliore pas sa capacité aérobie. Donc, ce qu'on veut à l'entraînement, c'est améliorer les qualités physiologiques. C'est ça qui est prioritaire. Pas brûler du gras, pas coter. Ça, c'est votre quotidien qui va vous permettre de faire ça. Au niveau de la composition corporelle, Joanie mentionnait que bon, elle a fait évaluer avec une bioimpédance tétrapolaire, donc à plusieurs sites. Bioimpédance, c'est un petit courant électrique qui va passer dans le corps. On mesure les propriétés de passage du courant, donc la réactance, la résistance, ça nous donne de l'impédance, puis avec ça, on passe en des équations, et ça nous donne de la composition corporelle, soit de la masse maigre et de la masse grasse. C'est une méthode ça date des années 60, là, puis possiblement avant. Là, ça commence à être populaire parce que les machines sont un peu moins chères, plus accessibles. Malheureusement, les gens ne savent pas les utiliser. Donc, moi, j'ai travaillé longtemps, je travaille encore avec la bioimpédance tétrapolaire. J'aime bien la méthode. Pourquoi? Parce que c'est pas invasif, ça va vite. On place les électrodes ou on fait juste mettre les mains sur des repères métalliques. Ça va super bien. Le problème, c'est qu'il faut bien connaître la méthode et surtout ses limites. Les variations de mesure de la bioimpédance, là, ça peut facilement atteindre les 2-3 kilos. Donc ça veut dire notre erreur de mesure, notre incertitude, ça peut être 2 à 3 kilos sur la masse maigre et sur la masse grasse. Donc, pour mesurer le changement, utiliser la bioimpédance, c'est une bien mauvaise méthode parce que vous pouvez arriver et dire, ben là, j'ai tout fait les efforts, j'ai vraiment suivi à la lettre, puis j'ai perdu 2 kilos de muscle, puis j'ai gagné 2 kilos de gras. Et dans la réalité, c'est l'inverse. Mais l'être humain étant ce qu'il est, on a tendance à croire aveuglément la technologie. Et on va dire, ah ben si la machine le dit, ça doit être vrai, il y a quelque chose que j'ai peut-être fait de pas correct, ou ça doit être mes hormones, ça doit être mon métabolisme, ou puis là, on commence à aller dans le mystique, dans l'ésotérique. Regardez ça simple, je vous dis, la bioimpédance comme mesure de changement, c'est pas une bonne mesure, ça marche pas. Pour avoir une idée globale,
très intéressant, mais pas pour détecter le changement. Je pourrais en parler un petit peu, peut-être dans une autre chronique à un moment donné, quelque chose, là, comment utiliser entre autres les mesures anthropométriques pour être en mesure de détecter le changement. Il y avait des questions pour les apports en protéines. Donc, Joanie s'est fait dire de prendre à peu près 85 grammes de protéines par jour par la nutritionniste, puis environ presque le double par un conseiller en produits de suppléments sportifs. Ben franchement, là-dessus, je référais à la question 2, dans le fond, à la question où j'ai répondu avec Julie, où je parlais des apports en protéines et des besoins des hommes versus des femmes. Grosso modo, là, trop de protéines, c'est pas forcément mieux que pas assez. C'est rarement un facteur limitant en Amérique du Nord, les apports en protéines, donc stressez pas avec ça. Pourquoi on recommande d'en prendre beaucoup? Parce que les protéines ont un effet coupe-faim. Donc, ça va nous amener à satiété plus rapidement. Et si on a moins faim, ben on a moins tendance à manger. Le problème, c'est que il peut en résulter que nos réserves de glycogène, donc le sucre dans nos muscles, diminuent. Et à ce moment-là, notre capacité à faire de l'activité physique va diminuer aussi. On a fait une petite étude il y a peut-être 1 an ou 2. On avait mesuré l'impact d'une diète hyperprotéinée de type protéidéal, entre autres, là, sur le niveau d'activité physique. Donc, on avait mesuré avec des accéléromètres minute par minute tout ce que les gens faisaient en temps normal, puis tout ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient sur la diète. Et on a remarqué une diminution d'environ 20% de l'activité physique. Et quand on posait la question aux gens, les gens disaient « Ah non, non, je bouge comme avant ». Ben, c'est comme avant, moins 20%. Donc, ça fait une grosse différence. Il y avait une autre question aussi, c'était fait recommander de prendre du lait au chocolat ou une boisson au soya pour récupérer post-entraînement. C'est pas une mauvaise idée, sauf que là, elle s'est fait dire que le soya, c'était pas bon parce qu'il y avait des éléments qui imitaient les oestrogènes, puis que ça allait faire engraisser. Ça s'appelle clairement s'enfarger d'un fleur du tapis. Il y a des choses bien pires que ça qui ont un impact sur l'ensemble des hormones. Entre autres, si les gens consomment de l'alcool, si les gens consomment du café, si les gens fument, c'est des éléments perturbateurs beaucoup plus importants qu'une boisson au soya. Donc, je stresserais pas en termes de quoi prendre avant, pendant ou après l'entraînement. Je m'assurerais, par exemple, que les apports journaliers, surtout en termes de glucides, on va voir, soient adéquats. Donc, stressez pas avec le soya. Si vous prenez à peu près 3-4 livres de soya par jour, faut vouloir. 2, là, peut-être que ça pourra occasionner certains problèmes. Mais sinon, c'est pas une petite boisson au soya post-entraînement qui va créer un effet astrogénique important. Donc, votre boisson au soya, vous pouvez la prendre. Sachez par exemple que c'est un peu moins efficace pour la récupération du glycogène musculaire et de la synthèse des protéines. Donc, le lait au chocolat à ce niveau-là va être un petit peu plus efficace. Donc, c'est pas mal ça pour les protéines. Ensuite de ça, pour les apports en glucides, ben Joanie, me disait dans son courriel 500 calories par entraînement à peu près sur le cardio. Donc, on va supposer que cette mesure-là est juste et vraie. Ça veut dire que là-dessus, il y a à peu près 125 grammes de glucides par, à peu près. Elle s'est fait recommander de prendre au maximum 7 portions de glucides par jour de 15 grammes. Si mes calculs sont exacts, ça fait à peu près 105 grammes pour la journée. C'est définitivement insuffisant. Normalement, une personne sédentaire va consommer à peu près 4 à 6 grammes de glucides par kilogramme de poids. Donc, si on peut juste regarder là, dans le cas de Joanie, son entraînement demande une consommation plus importante de glucides que ce qu'elle consomme sur une journée. Donc, c'est certain que Joanie, tu ne seras pas en mesure de maintenir tes réserves de glycogène musculaire. Ça fait quoi? Ça fait que tu vas diminuer ton niveau d'activité physique sur 24 heures. Ça fait que ton appétit va être stimulé et ta récupération va être plus difficile. Donc, c'est clair et net que si tu consommes uniquement 7 portions de 15 grammes de glucides par jour, tu es à court de glucides. Là. Ça, c'est clair. Il faut les augmenter, les apports en glucides. Puis, sachez une chose, si on augmente les apports en glucides autour de l'entraînement, la totalité des glucides va être soit utilisée pour faire de l'énergie, soit être stockée sous forme de glycogène musculaire, et ça, c'est une bonne chose. Donc, l'histoire que si vous mangez trop de sucre, ça s'en va en gras, là, ça s'appelle la lipogénèse de novo, et c'est minime. Ça compte dans des cas extrêmes, peut-être pour 4 à 5 grammes de gras par jour de stocké. Donc, ne stressez pas avec ça. Donc, n'hésitez pas à consommer des glucides si vous êtes quelqu'un de très actif. Donc, très important.
Donc là-dessus, je suis pas mal certain que les apports en glucides journaliers sont pas adéquats. Il faudrait réviser les apports avec ton nutritionniste et lui poser des questions sur comment elle a estimé tes besoins. Euh, ce qui m'amène au point suivant, qui est non négligeable. C'est-à-dire que on n'a pas de mesure de l'activité physique sur 24 heures. On ne sait pas ce qui se passe. Ce qu'on fait quand on cherche à prédire combien de calories on a besoin sur une journée et donc combien de glucides, lipides et protéines, on y va avec des équations. Et ça part souvent sur une base boiteuse. Exemple, on commence avec une équation pour mesurer le métabolisme de repos. J'ai dit mesurer, mais c'est pas ça. Une équation, ça ne mesure pas, ça calcule. Donc, on a fait en réalité qu'un calcul de votre métabolisme de repos. Là-dessus, il y a plein d'équations, probablement 10, 12, 20 équations, qui sont toutes développées sur des populations spécifiques. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui utilisent Harris-Benedict, qui surestiment. Il y a des gens qui vont utiliser Mifflin. Il y a des gens qui vont utiliser Barenstein. Il y a plein d'équations différentes. Très souvent, les gens vont dire, ah, moi, j'utilise l'équation. Il n'y a pas l'équation, il y en a plusieurs. Et cette équation-là, ça repose sur des suppositions qu'on a oubliées. Et souvent, on perd un peu le fil, d'où ça vient, puis ça s'applique sur qui. Et on se ramasse à avoir une mesure de métabolisme de repos qui est plus ou moins bonne. Après ça, pour déterminer sur 24 heures, on multiplie par un facteur d'activité physique. Et là, on dit quelqu'un de sédentaire, c'est à peu près 1.4, 1.6. Quelqu'un d'actif, ça va être 2. Quelqu'un d'athlète, ça va être 2.1, 2.2. Ça, c'est des estimations qui vont faire en sorte qu'on va multiplier l'erreur du métabolisme de repos et on se ramasse avec des mesures totalement imprécises. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une idée de ce qu'on fait sur 24 heures. Porter un podomètre, ça a l'air bien niaiseux, mais porter un podomètre, ça peut vous donner une idée si sur une journée vous bougez plus que l'autre. Pas pour savoir combien de pas précisément vous avez fait, mais si lundi vous avez fait 12 500 pas, puis mardi vous en avez fait 2 500, il y a une des deux journées vous avez été plus actif. Ben, ça, le podomètre va vous le dire. Et c'est à partir de ça que vous allez être en mesure de déterminer, oh, là je mange trop, ou là je mange pas assez, ou là je pourrais bouger plus, ou je peux pas bouger plus. Il y a aussi d'autres méthodes qu'on peut utiliser qui sont des accéléromètres que j'adore, je travaille avec ça, je trouve que c'est merveilleux. Un peu plus dispendieux, ça prend une certaine expertise, mais ça nous fournit minute par minute tout ce qu'on fait sur une semaine. Et ça permet d'avoir une bonne idée des besoins nutritionnels sur une journée, parce qu'on peut avoir une meilleure idée de la dépense énergétique. Dans ton cas, Joanie, ce qui va être important, c'est que si tu veux chercher à maigrir un peu, il va falloir que tu augmentes ton activité physique sur 24 heures. Arrête de voir l'entraînement comme la seule source de perte de poids. L'entraînement, c'est la meilleure source d'amélioration de tes qualités physiologiques, mais c'est à peu près le pire endroit pour perdre du poids. Si c'était le cas, on n'aurait pas de problème d'obésité en Amérique du Nord, on obligerait les gens à s'entraîner, puis le problème serait réglé. 9 personnes sur 10 qui perdent du poids à l'entraînement vont le reprendre dans les 5 années qui suivent. Donc, c'est pas l'entraînement qui est efficace, c'est l'activité physique, dont l'entraînement peut faire partie. Mais, je m'explique avec le prochain tableau. Si on regarde en bleu, on va avoir les calories dépensées à l'entraînement. Puis, en rouge, on va avoir les calories dépensées en activité physique. Donc, activité physique, la définition, c'est toute action musculaire qui a besoin d'énergie. Donc, si je vais faire du magasinage des fêtes, exemple, mardi, j'étais magasiné, ben, je vais dépenser pas mal de calories. Mais vu que j'ai magasiné, je me suis pas entraîné. Donc, si on regarde tout ça, lundi, je me suis entraîné. Si on fait le total des calories dépensées, là, ici, ben, mardi, j'ai brûlé plus de calories. Mais je me suis pas entraîné. C'est juste mon magasinage, mon niveau d'activité physique quotidien qui a fait en sorte que j'ai brûlé plus de calories. Ensuite, ça, mercredi, jeudi, je me suis entraîné. J'ai brûlé plus de calories à l'entraînement, mais sur 24 heures, j'ai diminué mon niveau d'activité physique parce que j'étais fatigué suite à mon entraînement et là, j'ai bougé moins. Marche d'escalier, c'était laborieux, j'ai pris l'ascenseur. J'avais encore du magasinage à faire, j'étais trop fatigué, j'ai reporté ça. Mais déjà, je le ferai en fin de semaine. Donc, ce qui se passe ici, c'est que je pense que je m'entraîne puis je brûle beaucoup de calories, mais sur mon 24 heures, ma journée de magasinage a été plus efficace. Donc, même chose vendredi, je me suis pas entraîné, mais j'ai bougé plus que les journées que je m'étais entraîné. Puis samedi, j'ai été fini du magasinage et c'était une journée de fou. Ben, grosse dépense énergétique, beaucoup plus importante que ce que je pouvais voir à l'entraînement. Donc, ça ne veut pas dire que l'entraînement n'est pas bon. Ça veut dire que ici, ces calories-là ont été très utiles pour améliorer ma condition physique. Mais si mon quotidien ne me permet pas de bouger, ça va être très difficile de maigrir uniquement avec l'entraînement. Donc, il faut commencer à développer une perspective sur 24 heures. Donc là-dessus, j'espère, Joanie, que j'ai répondu à ta question. C'est sûr qu'il y a des points peut-être que j'ai pas touché parce qu'il y avait beaucoup de choses.
Mais j'espère que ça va te donner une bonne idée de quoi faire.